J'ai Ouais. bien aimé. J'aime, mais moi j'aime Waterworld aussi comme film, donc c'est peut-être un peu chelou. Mais... Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh oui, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la saison 1. Ben oui, la saison 1 de Trek. De la série, je me suis perdu complètement, de la série animée de Star Trek. Ça va, Marguerite? Te moque pas de moi, t'as pas le droit. Non, je ne te moque pas. Salut Thierry, comment vas-tu? Un peu crevé, mais ça va. Ouais, ça tombe bien. Moi aussi. Salut Sean, comment vas-tu? La Dream Team est de retour. Ça va très bien. J'aime analyser les saisons 1. Ouais. Ce qui veut dire qu'on ne fera pas la saison 2, donc on rate 6 épisodes. Je sais plus combien il y en a dans la saison 2. Bref. D'ailleurs, pourquoi avoir fait une saison 2? Bon, on y reviendra quand il sera temps, parce que je n'ai pas connaissance de la distance entre Jihad, qui ne sera pas le prochain épisode, et le premier épisode de la saison 1, 2. Oh, ça va être long, ça va être une longue soirée. Mais il savait que toi, tu parlais uniquement des saisons 1, fait que les épisodes dont il voulait pas que tu parles, les ont mis dans la saison 2. Ce soir, nous allons parler de cet épisode, waouh, qui est trop cool, le visuel, des Ambergris Element. Ambergris, comment on prononce ça, Sean, s'il te plaît? Ambergris Element, qui se prononce en français, Marguerite? L'ambre grise. Bon, t'as dit. T'as cassé Rémi. Cela dit, pour l'anecdote, l'ambre grise, ça existe vraiment. Dans le coup, j'ai cherché. Donc je pense que voilà, ils ont respecté le terme en fait. D'accord, mais en français, l'épisode, il s'appelle comment? Ah bah ça je sais pas, vu que Netflix a fait n'importe quoi dans les titres, donc je sais pas. Ok. Thierry, Netflix de l'épisode. C'est l'abîme du temps, le temps, time trap. Alors le titre français de The Ambergris Element, c'est Mutation sur Argos. Mutation sur Argos, diffusé pour la première fois le 1er septembre 1973 et se déroulant à la date stellaire du 5499.9, scénarisé par Margaret Harmon, qui est assez connue chez les Trekkies. Pourquoi, Thierry? Alors, parce que déjà, elle a écrit un épisode dont on a déjà parlé dans Trek Analyse, The Lorelei Signal, et qu'elle avait auparavant écrit 3 épisodes de TOS. On en avait déjà parlé dans l'épisode en question. The Gamesters of Triskelion, The Paradise Syndrome et The Cloudminders. Sean doit se foutre de nous intérieurement avec nos accents pourris. Lorelei Signal qui me fait penser à Rattle Rock, qu'on salue et qu'on embrasse, et qui, on le sait, passe une mauvaise période, mais bon, ça va mieux, donc voilà, tout notre soutien. C'est un épisode Ambergris Element qui a une moyenne sur Ultime Frontière de 6,71, ce qui est bien, mais pas top. Et sur la CFST, la communauté francophone de Star Trek, de 6 sur 10, ce qui est bien, mais pas top. Ce qui lui fait donc une moyenne de 6,35 sur 10, ce qui est bien, mais pas top. Ce qui est pareil que IMDb. Il est à 6.4 sur IMDb. Ah, c'est marrant ça. Pour une fois, ça s'accorde. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que vous en avez pensé en 3 mots, Marguerite, de cet épisode? Moi, j'ai bien aimé.
Je suis jamais dans le même tempo, j'ai l'impression. Ouais, non, mais moi aussi, je l'ai bien aimé celui-là. Alors, je l'ai trouvé cool. Et toujours dans la même idée d'explorer des trucs que tu peux pas faire en série live, donc j'adore. Ok, oui, en effet, là, c'est pour le coup, c'est vraiment, on exploite vraiment le fait d'être dans un animation. T'en penses quoi de cet épisode? Même si tous les internets paraissent d'accord pour dire que c'est bof, moi j'ai pas trouvé ça bof. Moi au contraire, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé. J'aime, mais moi j'aime Waterworld aussi comme film. Donc, c'est peut-être un peu chelou. Mais j'aime beaucoup Waterworld aussi. Mais... Ouais, moi aussi, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. J'aime quand il y a des planètes qui sont complètement recouvertes d'eau, puis j'aime quand il y a du monde qui habite au fond de l'eau, puis j'aime quand il y a comme un caillou qui sort sur un océan complet. Donc, j'aime tellement Waterworld que je suis allé chercher la pochette canadienne. Ah ouais. Qui est donc sous-titrée Un monde sans terre de ce film en Blu-ray. Parce que non, Waterworld, c'est pas juste Mad Max sur de l'eau. Même si c'est très Mad Max sur de l'eau. Un petit peu, là. Un petit peu quand même. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Puis j'aime. Voilà, on va en parler de toute façon. Mais j'aime. Ok. Et toi, Thierry, en quelques mots? Moi, un peu comme vous, c'est un épisode que j'aime bien. C'est pas mon préféré de la série animée, mais je passe un bon moment dedans et un meilleur moment que par rapport à mes souvenirs d'ailleurs. Je l'ai un peu réévalué. Donc, c'est cool. Et en plus, alors peut-être parce que j'aime bien Waterworld aussi, même si je pense que c'est complètement un Mad Max dans l'eau. Mais justement, c'est ça qui me plaît en fait. Donc voilà. Et bon, les des choses passages un peu gênants dedans. Mais... Oui, je pense savoir de quoi tu parles. Mais bon. Est-ce que Thierry, tu veux bien préparer tes captures d'écran? Oui, j'avais dit que je le ferais avant de lancer l'enregistrement. Et oui, mais après, on a parlé de Paul W.S. Anderson, donc forcément, tu étais trop occupé. À savoir, Mutation sur Argos s'ouvre directement sur son générique et on enchaîne avec le journal du Capitaine. Allez, c'est parti. Journal du Capitaine, date stellaire 5499.9. Nous sommes en orbite autour de la planète Argo. Argo était jadis une planète terrestre, mais elle est aujourd'hui presque totalement recouverte d'eau. Cette modification provient de violentes perturbations sismiques. Pardon. Pourquoi ça fait rire? Parce qu'en fait, au début, j'ai cru que je m'étais trompé de tu croyais que tu lisais le mauvais. Et bref. Et en plus, elle est super longue, donc je continue. Oui. Notre mission est d'étudier les effets... Quoi? Suite au il y a un problème dans le... Il y a un truc. C'est écrit les effets suite les séismes. Et ça marche pas. C'est pas grammaticalement correct. J'ai copié ça de Memory Alpha, donc il faudra peut-être corriger, mais bref. Notre mission est d'étudier les effets suite aux séismes qui ont été causés à sa surface. Ce savoir pourrait sauver des millions de vies sur une planète de la Fédération identique à Argo, qui sera bientôt soumise à de telles transformations. Première question, moi je croyais qu'on prononçait Argos. D'accord, on s'en fout. Ok. Comment tu dis, Marguerite? J'ai pas fait gaffe, donc je sais pas. Scène numéro 1. Nous retrouvons donc l'Enterprise en orbite autour de la planète Argos, une planète entièrement recouverte d'eau. Une navette, un nouveau modèle, il me semble. Oui, designé par Bob Klein. Aquatique. Attends, parlez pas tous les deux en même temps. Botline, c'est qui Botline? Bob Klein. C'était le designer de vaisseau attitré de la série animée. C'est lui qui avait designé le vaisseau, notamment du premier épisode. Là où il avait fait, vous savez, l'anecdote où il en avait fait des centaines avant d'en arriver à un bon. Et que ceux-là ont été réutilisés dans The Time Trap, justement. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui a designé cette navette. Mais a priori, il n'y a pas d'infos sur le fait qu'il aurait galéré cette fois-ci, donc a priori ça s'est bien passé. Elle est pas ouf non plus. Et donc comme disait Sean, une navette qui pourra aller dans l'eau, mais qui apparemment ne pourra pas décoller depuis l'eau, mais bon, on en parlera tout à l'heure.
Cette navette donc quitte l'Enterprise pour se rendre sur la planète. Elle amérit près d'une étendue de terre. À son bord, Spock, Prof et Spock, à nouveau j'ai marqué, et Kirk, et un mec en rouge. L'étendue de terre est en fait le haut des plus hauts pics qu'avait la planète avant d'être recouverte. J'ai marqué entre parenthèses, est-ce que Sean a envie de parler de 2012 ? Quel rapport? Lequel? Celui de Emmerich, qui se finit sur le mont Himalaya, recouvert d'eau. Bref. J'adore 2012 comme film. Il y a aussi un autre qui s'appelle 2012 Apocalypse, je sais pas trop quoi, qui est très très différent comme film. Il y a moins de rapport avec l'eau, mais dans le fond, il y a une madame qui va accoucher, puis on établit que globalement, c'est comme la réincarnation de Jésus dont elle va accoucher. Mais faut qu'il s'en aille au centre d'un temple maya pendant la fin du monde en 2012 pour accoucher correctement du bébé. C'est assez particulier. Ouais, nice. Mais il n'y a pas d'eau là-dedans. Mais celui le film... Ouais, 2012, je l'aime bien aussi. Là. C'est tous des films pas bons. Ils sont drôles parce qu'ils sont pas bons. Je crois que le red shirt s'appelle le lieutenant Clayton. Clayton. Oui, ouais. C'est vrai. J'allais le dire parce que c'est écrit là-dessus. On le voit là. Mais je le montrerai tout à l'heure. Prof demande à observer autre chose. Ah, pardon. Oui. Avant qu'ils atterrissent sur la planète, tu as montré vite fait quand on voit un red shirt en train d'ouvrir d'utiliser les commandes pour ouvrir pour l'accès à la navette. Il me semble que ça, on l'avait encore jamais vu. En fait, on a la vue d'un espèce de tour de contrôle. C'est vrai. Qui gère le truc, alors que en fait on n'a jamais vu ça, on a l'impression que c'est plutôt automatique, mais en fait non. il y a quelqu'un qui va pousser un bouton. Oui, c'est vrai que tu fais bien de le faire remarquer, parce que moi j'ai vu ça en disant c'est joli, on voit la navette et tout, mais en fait je m'étais... Et d'ailleurs, je pense qu'on ne le reverra plus jamais, ce truc-là, dans Star Trek. Après, il y a dans Star Trek Enterprise où ils ont aussi un peu un truc un peu comme ça, en fait. Ah oui. Je me rappelle. Où justement ils peuvent contrôler les navettes, le hangar à navettes, et c'est pareil d'ailleurs, c'est en hauteur avec un truc un peu vitré. Ça se trouve ils s'en sont inspirés. Ouais. Ça serait pas étonnant parce qu'Enterprise a beaucoup puisé dans la série animée, donc. Ok. Sinon, moi, j'aime beaucoup ce shuttle. Ça n'a rien à voir avec votre conversation, mais j'aime beaucoup genre ce petit vaisseau. On dirait un petit peu un lecteur DVD. Elle est trop laide. Un lecteur VHS, tu sais. Ou alors une PS4, que c'était globalement un lecteur VHS un peu incliné. Une PS4 avec des nacelles. Ouais, genre, mais j'aime bien. Puis en plus, ça me fait penser un peu aux Thunderbirds, je sais pas pourquoi. Mais, Chérie, tu peux montrer celle où on la voit dans l'espace ? Parce que je la trouve terriblement laide. C'est pas le bon angle. Par contre, le geste dans le film, enfin dans l'épisode, le geste de cette capture d'écran est pas mal. La navette sort du hangar derrière l'Enterprise et se dirige vers l'écran, et c'est assez joli. C'est une assez jolie courbe, bien travaillée. D'ailleurs, si tu peux remonter à l'image juste avant, il y a un autre truc qu'on a, je pense, jamais encore dit. C'est l'ouverture. Ils ont fait un espèce de dôme avec une espèce d'ouverture qui, en fait, me semble-t-il, n'est pas la même que dans les séries. Ils ont fait une ouverture de navette assez différente. Si je me rappelle bien, dans TOS, ça s'ouvre par le milieu, je crois. Ouais, mais c'est des portes droites. Et... Ah. Et apparemment, oui, elle est arrondie. La fesse de l'Enterprise est arrondie. Tu peux parler, t'as coupé ton micro, Sean. Ouais. D'accord. Excuse-moi. Mais non, ça n'arrivait pas à se mettre, mais oui, comme un arrondi. Ouais. Ça marche. Je sais que quand on a vu l'épisode de Mud, on avait un point de vue d'humain de face. Donc, il pouvait être arrondi, mais on s'en rendait pas compte. Puisque on était loin et de face.
Mais le reste du temps, je sais pas. Je sais que c'est dans le tout premier épisode qu'on voit une navette décoller de l'Enterprise de TOS. Non ? Ouais. Ou c'est Je dans sais The Cage. Je me rappelle plus. Il me semble que c'est dans le... Non, c'est dans le pilote, dans le vrai pilote. Le vampire de sel. Non, The Ah Cage. oui, le pilote, oui. Where No Man Has Gone Before. Non, celui The Man Trap, pardon, merci beaucoup. Ah oui, donc The Man Trap, c'est celui avec le vampire de sel. Non, alors c'est parce que... Oui, The Man Trap, c'est ça. Celui qui a été annulé. Ah, The Cage, du coup. The Cage. Et comment s'appelle la version remontée ? The Ménagerie. The Ménagerie. Oui, la Ok, ménagerie, merci, oui. pardon. Voilà. Donc dans The Cage, je suis quasiment sûr qu'on voit un décollage de navette. Bon, bref. Et ils étaient des millions, Ouais, la VF The Man de. The Man Trap. Bon, avec tout ça, prof, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à observer autre chose que des algues qui ne seront pas source d'informations intéressantes selon lui. Spock approuve et voudrait également observer plutôt de grands animaux marins. Mais ils n'ont pas le temps de quoi que ce soit qu'un monstre tentaculaire palmé géant les attaque. Ni une ni deux, il chope la navette et l'envoie valdinguer super loin. Spock tire sur le monstre. Voilà. Waouh. Spock tire sur le monstre qui repart dans les fonds marins. Prof se demande d'où vient ce monstre et Spock confirme qu'il n'avait pas été répertorié lors des précédentes explorations. Kirk veut l'analyser et ordonne une plongée. Belle entrée en matière, assez rythmée. On comprend où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe. Et donc, nous voyons... ça, c'est dans la scène numéro 2, mais bon, vu que Oui, j'ai pris un peu d'avance. Thierry l'a mise en truc, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez de ce très joli monstre ? Pas tous à la fois. Ah bah, je vais Moi, je commencer, l'adore. du coup. Ah. Oui, Thierry. Moi, pareil, j'aime bien. J'aime bien sa tête, surtout. Et je note, encore une fois, la présence de tentacules. J'en avais parlé dans l'émission d'avant, sur le fait qu'il me semblait que c'était plus facile à animer que des membres articulés. Marrant, ça. Et du coup, bah, voilà. Quand il y a des monstres dans TAS, ils ont souvent des tentacules, ou des aliens bizarres, d'ailleurs. Ça a l'air de se confirmer, en tout cas. Mais c'est un design qui est assez original. C'est une crevette. Hein. Ils ont cuisé dans. C'est Alors un là, mélange comme ça, de pour- crevettes. C'est une crevette avec des tentacules. Hein. Il y a un petit peu du homard aussi. Ouais, ça a pas trop une tête de crevette quand même. Hein. Enfin, si tu trouves Non, des, c'est vu de des dessus, crevettes là. dans ton assiette qui ont cette tête-là, il faut s'inquiéter. Il y a ton Android qui vient de passer. Je trouve que oui, on dirait une crevette ou un homard, mais on dirait aussi un petit peu les dragons chinois. Mais avec 4 tentacules de plus, effectivement. Le dragon chinois n'avait pas de tentacules. Ouais. Il est parti jeter une brique. Tu as déjà vu en moto. T'as déjà vu un dragon chinois, hein ? Tu y étais à l'époque ? Voilà, tu ne sais pas. Non, Peut-être qu'il y a des dragons chinois tentaculaires. peut-être. Scène numéro 2. Tout au fond de la mer, les poissons sont... Ah pardon, je me suis trompé. Tout au fond de l'eau, on observe le monstre que je trouve assez intéressant dans son design et sa présentation en échelle. C'est-à-dire qu'on a eu l'équipage à bord de la navette, donc on se figure à peu près de la taille de la navette, et maintenant on voit la navette à côté du monstre. Spock dit qu'il a un double appareil respiratoire, des poumons et des branchies. C'est pratique. Mais le monstre se réveille bien vite et met un coup de nageoire à la navette. Vite, on remonte à la surface. Quelque chose à dire sur le double système pulmonaire respiratoire ? Bah, c'est du foreshadowing pour ce qu'on apprendra plus tard sur le peuple qui vit sur cette planète.
Est-ce que ça Sur existe son histoire, en tout cas. sur Terre? Est-ce que ça existe sur Terre? Est-ce que les axolotes, ils peuvent pas respirer en dehors de... Non, ils Il sont y a purement... il y a un poisson qui s'appelle le périophthalme, qui C'est est un marrant comme nom. poisson amphibie qui se déplace en marchant sur sa nageoire hors de l'eau. Et je me Et il rappelle arrive à plus. respirer? Oui, ils peuvent passer pas mal de temps hors de l'eau s'ils ont besoin de rester humides parce que sinon leur peau ne supporterait pas. Et j'arrive plus à me rappeler s'ils ont des poumons en plus de leurs branchies ou s'ils ont trouvé un moyen de respirer avec leurs branchies. Je sais plus. C'est ouf. Mm. C'est peut-être les prochains humains. Ils sont très territoriaux, bref, ils passent leur temps à se battre. C'est marrant parce Ok. qu'ils sont pas du tout impressionnants, c'est des tout petits poissons, mais c'est bref. clairement les prochains humains. Les tardigrades aussi, sûrement un moyen de respirer sous l'eau, puisqu'ils sont capables de tout faire, ces animaux-là. Hein, bah, là, après, Bref. comme c'est des j'ai perdu le mot. Je sais plus. Bref, des machins à carapace, comme les crustacés, les insectes, ils respirent de manière complètement différente. Ils ont ils absorbent une partie de l'oxygène par leur carapace et ils ont Ah, mais tu parles des tardigrades. Ouais. D'accord, oui, c'était une blague. Ok, d'accord. Faut pas me lancer sur la biologie des espèces. Ah, c'est trop cool, moi, à chaque fois, j'adore ça. Scène numéro 3. Sur la surface, pourquoi ne s'envolent-ils pas, me demande-je. Les phasers ne fonctionnent pas. Kirk appelle l'Enterprise pour être téléporté, mais alors que Scotty s'apprête à exécuter l'ordre, le monstre lance à pleine puissance la navette contre un rocher. Prof et le Redshot sont éjectés et tombent à l'eau. On découvre Kirk et Spock assommés dans la navette. Scotty annonce que le contact est perdu et alors qu'il supplie le capitaine de répondre, le monstre revient et emporte la navette dans les tréfonds de l'abîme profond. Ça fait peur. C'est angoissant. Et pour une fois, le Redshirt ne meurt pas. Ah non, dans TAS, il y a très peu de morts. Mais c'est vrai que le 4e, c'est celui qui devrait mourir, mais pas cette En fois. plus, il a été nommé, mais c'est vraiment, je ne sais même pas si on le connaît à ce moment-là, son nom. Et bon, c'est un perso extrêmement secondaire, quoi. Je suis même pas sûr qu'on l'ait déjà vu avant dans les couloirs ou quoi. Donc, effectivement, il serait tout désigné pour être celui qui meurt. Eh ben non. Après, moi, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est quand la bestiole, elle balance la navette. Parce qu'elle le fait plusieurs fois, en fait. C'est résistant, mine de rien, ces navettes. Elle veut ce qu'il y a dedans. Il y a une petite blague dans le guide officiel où ils disent que c'est son jeu préféré de jeter des navettes. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai, j'y ai pensé au début. Je me dis, tiens, on dirait qu'elle joue au ballon, quoi, en fait. Moi, j'aime beaucoup la scène de l'attaque. Pour justifier ça, je me demande si... Parce que cette bestiole-là doit manger d'autres bestioles, j'imagine, dans cette espèce d'océan, mais elle doit manger des gros trucs. Donc peut-être que, justement, habituellement, elle s'attaque à une espèce de grande crevette qui a un exosquelette ou quelque chose comme ça. Et donc, elle a l'habitude de le maraver contre, genre, un caillou pour essayer d'en sortir la chair, on va savoir. Non, mais c'est logique, en plus. Donc là, elle essaye de le faire avec la navette, puis elle est comme, je comprends pas. La navette. Ok. Ouais. C'est vrai que t'as les mouettes qui font ça, ouais, qui attrapent Ding, des ding, trucs et ding. qui les Ouais. jettent sur les rochers pour les casser, ouais, des coquillages et tout. Non, je suis Il y a d'accord. peut-être une explication naturelle et biologique à ce qu'elle fait. Ou alors elle s'amuse, j'en sais rien, la bestiole. Mais... Ou alors ils se sont juste dit on va avoir besoin d'un monstre et on va mettre un monstre. Ça va plaire aux enfants. Ah ouais, Bah, je Oui, pense mais que c'est ça canon. joue, Non, c'est canon. Attention. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est réutilisée plus tard dans l'épisode. Donc, c'est pas juste le monstre à de fait. la semaine qu'on montre comme ça. Mm. Et il y a quand même un truc avec... ça fait quand même 2 fois qu'on a des monstres géants. Je soupçonne qu'il y avait quand même un fan de Kaiju quelque part dans l'affaire. Les Américains aiment beaucoup Godzilla. Oui, parce que ça fait très Pacific Rim. sans les robots géants, mais... Ouais. Il manque les mechas quand même.
tu les as dans le crossover entre Star Trek et Transformers, avec Mais du coup, il y a l'Enterprise pas de qui se kaiju, par transforme. contre. Mais il n'y a pas de... voilà. Waouh. Eh ouais. Ah, faut que je me vois ça, faut que vous me l'envoyer le lien, parce que C'est là... c'est une bande dessinée qui a été Ah. traduite en français en plus. C'est chose assez incroyable. Merci Vestron Il y a chez Vestron, ouais. pour ce courage, cette audace, cette folie. Bref. Scène numéro 4, journal de bord de Scotty. Tiens, voilà qui est assez intéressant. Nous sommes à la date stellaire du 5504.2 et il ajoute, pardon, j'ai mal pris mes notes, il ajoute que voilà 5 jours que Kirk et Spock ont disparu. Je me demande alors, qu'est-ce que l'Enterprise fait encore là? Mais bon. Il doit y avoir un genre de protocole qui dit 7, ça suffit, mais 5, non. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont encore le signal de... Parce que peut-être qu'ils arrivent encore à capter le signal, mais qu'ils n'arrivent pas à identifier où ils sont, ou ils n'arrivent pas à les sortir. Moi, c'est la partie que je trouve la plus bizarre quand même. Alors, je veux bien que les capteurs de l'Enterprise de TOS n'étaient pas aussi performants que ceux des séries d'après, mais genre, ils captent pas les signes de vie. Ils auraient pu les détecter. Ils prennent tous les signes de vie de la planète, ils enlèvent tous ceux qui sont pas humains, ou Vulcains, et ils auraient pu les retrouver, quoi. Je pense pas qu'il faille 5 jours pour scanner les signes de vie sur une planète. Mais la différence, c'est qu'ils sont en profondeur aussi. Donc, il y a quand même ça qui joue. Si tu es à plusieurs kilomètres de profondeur... c'est ce qui est dit un peu plus tard, qu'à une certaine profondeur, ils ne peuvent pas voir. Ah, il le dit plus tard, j'avais zappé. Oui, à propos de... justifie, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas su voir les aquins. Et les monstres. Sur la planète, Prof et 2 Red Shirts retrouvent enfin la navette, tout écrabouillé sur les rochers. Non loin de là, Spock et Kirk, la tête dans l'eau. Kirk et Spock ont l'air d'aller bien qu'ils restent évanouis, mais d'un coup, ils se mettent à grimacer qu'ils ne peuvent pas respirer. Prof voit qu'ils n'ont plus de poumons. Voilà que j'en ai le couple. Merde. J'en ai le souffle coupé. Ah, je suis blasé. Kirk porte alors une main palmée à sa gorge. Tan, tan, tan. Est-ce qu'on peut revenir à la première photo où tu as Prof et le red shirt? Celle où on voit la navette sortir de l'Enterprise. Parce que franchement, c'est pas du tout la tête de Prof. Ils sont très loupés là. Ah non, mais là, c'est celle-là. Alors, c'est eux, mais oui, effectivement. Ah, tu trouves qu'il lui ressemble pas? Ah non. Ah ben ça. D'habitude, c'est pas mal, mais là, non. D'accord. Ah, je le reconnais, moi. Bon, d'accord. Par contre, Clayton, je comprends pas comment... Bon, bref. Comment il tient, sur quoi il... Oui, comment il est vivant, mais surtout comment il est tenu sur le rocher, en fait. Parce que un bout de rocher qui est plus bas derrière. Assis, ouais, c'est chelou. Mais oui, clairement, ils sont pas trop foulés pour le placer. Cette image apparaît 2 secondes. Ils Scène ont pas numéro oublié 5. son épaule, c'est déjà pas mal. Son épaule droite. Scène Par numéro contre, il a 5. qu'une seule jambe, hein, désolé. tu vas y arriver. Arrête. Non, ça va, c'est cool. C'est bon, tu veux commenter l'anatomie de Spock? Non, c'est bon, j'y vais. Scène numéro 5, journal de bord de Prof, cette fois. Décidément, c'est la fête au journal, qui annonce la date du 5506.4, 2 jours plus tard, donc. Un liquide présent dans leur corps a transformé Kirk et Spock en êtres aquatiques. Malheureusement, ils n'ont pas de souvenir d'après l'attaque. Malgré les demandes de Kirk, Prof ne peut pas les faire régresser car il n'a pas les connaissances requises. Spock en conclut qu'il y a une forme de vie intelligente sur Argos. L'Enterprise ne devrait probablement pas pouvoir scanner aussi profondément. Voilà.
Kirk et Spock décident donc d'aller explorer les fonds marins à la recherche d'une civilisation. Parce que Kirk, il veut pas commander son vaisseau depuis un aquarium. C'est assez marrant d'ailleurs, comment il le dit. Ouais. Tout à fait. Comprenez-moi, bon Dieu. Je suis pas un dauphin de... Pardon. Mais oui, non, mais justement, j'allais parler de ça. Parce que je crois que c'est dans la nouvelle génération que c'est évoqué les opérations cétacéennes et cétacéennes Ups, si je dis pas de bêtises. Et dans Lower Decks, ils sont allés jusqu'au bout de l'idée. Et il y a effectivement une section du vaisseau qui est occupée par des cétacés. Je sais plus ce que c'est comme animal, mais des espèces de dauphins intelligents, quoi. Cétacé, s'écrie la baleine. Je pense que c'est des belugas dans. Oui, des belugas. Ouais, dans Lordex. Ah. Bien vu. Et du coup, c'est moi quand j'ai vu cette scène, j'ai repensé à ça et je me suis dit, est-ce que ça existait déjà à l'époque? Je pense pas, du coup. Est-ce que le first contact avait été établi avec les belugas? Et donc, les belugas de l'espace. Ils auraient pu le mettre avec les cétacés et puis ils l'auraient commandé. Ou des Xindi. Ah, mais non, il n'y a pas de fait une passerelle aquatique. Mais c'est rigolo quand même qu'ils aient réussi à remplir une pièce d'eau qui sert d'aquarium pour les deux oiseaux. Est-ce qu'ils ont besoin de respirer? Est-ce qu'ils ont besoin d'eau salée? Pardon, ou d'eau douce? Apparemment d'eau salée, je dirais, mais bref, voilà, c'est des questions. Et puis la température. C'est les poissons d'eau de mer. Et puis, ouais, non. Bref, de toute façon, ils ne sont pas embêtés, il n'y a pas de bulle, donc tu sais même pas s'ils respirent, en fait. Après, on peut imaginer qu'ils ont pris de l'eau de la planète, qu'ils ont téléporté dans cette pièce. Comme ça, ils sont sûrs que ça correspond au milieu dans lequel ils les ont trouvés. Mais on n'en sait rien, en fait. Ça va vite. Après, c'est un petit peu des fois Enfin, pas forcément un défaut, mais TAS qui cherche pas trop à expliquer, il faut avancer, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'une explication? C'est aussi ça. Non, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pas très. C'est pas primordial. Là, pas trop, ouais. Scène numéro 6, retour à la surface, où nous voyons les deux plonger et se mettre à nager très rapidement. Coupure pub. Scène numéro 7, pardon. Les deux arrivent à une vitesse fofolle près d'un groupe d'humanoïdes verts en train de ramasser des algues. Mais alors que Kirk explique venir en ami, le groupe refuse de discuter et leur somme de partir avant de partir eux-mêmes. Mais une membre du groupe a bien dit quelque chose. Elle a dit « Nos jeunes vous ont déjà sauvés une fois. Voilà qui a titillé nos deux poissons. Décision est donc prise de les suivre. » Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle espèce que nous découvrons? Ils sont tous chauves. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Leurs cheveux, ils font entre l'algue et la nageoire, on sait pas trop. Ils sont quand même super cool, je trouve. J'aime bien le design, l'idée entière. C'est pas incroyablement nouveau, hein, c'est pas voilà, mais je trouve cool. Par contre, ce que j'aime pas perso, c'est le vêtement. Ils ont vraiment fait une ceinture façon catch. Ça, par contre, tu n'aimes pas le catch, Marguerite? Disons que ça fait d'époque, quoi. Je pense que tu n'aimes pas le catch. On ferait plus ça. Attends, éjecter de la conversation. Hop. Oui, et à nouveau, un petit peu de sexisme. Les hommes sont torse nu et saillants et les femmes sont en jupette courte. Normal. Voilà. Notons, alors du coup, notons quand même que les femmes ont des seins, donc même s'ils sont amphibiens, ils ne sont pas devenus ovipares. C'est ça qu'on dit? Oui. Remarque l'ornithorynque pond des œufs. Donc, si, tu as raison, vu qu'il y a des seins, ça veut dire que c'est encore des mammifères. Donc, oui, mais l'ornithorynque pond des œufs. Et il a des mamelles. Enfin, non, il n'a pas de mamelles, en réalité. Il génère du lait qui vient sur ses poils et ses petits... T'as vu, Thierry, je prends ta place. Et bon, bref. Non, mais on s'en fout. Désolé. Tu disais quelque chose, Sean.
Ouais, je trouve ça un peu bizarre que les hommes et les femmes soient pas habillés comme globalement de la même manière. Parce que dans le fond, les hommes ici, ou on va dire les mâles ici, ont des espèces de maillots de bain globalement, genre. Puis les femmes ont des habits. Alors que, tu sais, je sais pas, je trouve que, tu sais, ou alors tout le monde s'habille, ou alors tout le monde est en maillot, mais Je sais pas pas. l'un et l'autre, là, je trouve ça un peu particulier. Et il n'y a pas Ouais, de mais c'est un variation de dessin température. animé, donc ils pouvaient pas non plus leur mettre les caquettes à l'air, quoi. Non, mais la jupette sous l'eau, c'est quand même un peu bizarre, je trouve. Parce que Ouais, j'aurais C'est mis vrai. tu sais, plus un maillot, une pièce comme on voit comme, tu sais, aux Ouais. Jeux Olympiques ou ce genre de Mm. choses, mais en tout cas, pourquoi pas. Puis on aurait pu donner une ceinture tout aussi grande aux femmes, je sais pas On va pourquoi. bientôt atteindre le point hijab. Mais Sinon, l'espèce en tant que telle, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup la série animée pour ça, parce qu'ils font activement un effort de nous présenter des sortes d'humanoïdes, parce que ça reste quand même des humanoïdes. Eux sous l'océan, puis les habitants de Philos aussi, qu'on a vu dans Infinite Vulcan, ça reste des espèces d'humanoïdes, même si il y en a c'est des plantes, il y en a c'est des poissons. Donc oui, ça fait un petit peu, quel est le prochain élément ou quel est le prochain animal qu'on pourrait coller sur un humain, puis c'est notre alien de la semaine. Mais Who's next? j'aime bien You l'effort. decide. J'aime bien Ouais. l'effort. Surtout que, tu sais, après, dans TNJ, c'est globalement comme quel genre de front on va faire, quoi. On Ouais. change un peu le front. Mais, fait que, non, il y a une liberté supplémentaire ici dans la série animée. J'aime bien leur bouche. Ils ont des grandes bouches de crapaud. Bref. sur les costumes, ouais, on en a parlé vite fait, mais c'est vrai que ça fait très années 70. C'est vraiment On est le d'accord. style. On regarde les BD, même d'avant d'ailleurs, les BD des années 60, 70, les trucs un peu anciens de SF. C'est souvent des trucs un peu comme ça, avec des slips de barbares, mais un peu stylisé SF, avec des couleurs un peu différentes. Il y a du violet. Oui, alors ça. Il y a toujours Il a du du violet. vert et du violet, il a dû se régaler, le coloriste. C'est cool. D'ailleurs, en parlant du coloriste, le décor, on voit très peu de décors sous-marins. C'est souvent proche de visage, donc on devine des fonds, mais les peu qu'on voit là, c'est ce qu'on a devant, c'est assez joli, c'est très beau, c'est travaillé, c'est chiffonné, je sais pas comment on dit, c'est joli, comme d'hab. Et le cueilleur qui parle, le personnage masculin, là, il n'a pas de nom, et il est doublé par Lou Scheimer, c'est-à-dire le producteur de la série. Ah, c'est marrant ça. Et qui est aussi le producteur de pratiquement toutes les séries Filmation. Hein, c'était le type qui faisait la production, enfin coproducteur, parce qu'il n'est pas tout seul. Il y avait évidemment Roddenberry en producteur exécutif. Il y avait aussi. Il avait besoin d'un peu d'argent de plus ce mois-là. Non mais ouais, c'est ça. Non mais c'est ça que c'est rigolo, c'est que c'est pas le genre de poste en général où les gens ils vont faire des trucs aussi productifs. Moi j'aime ça les poissons. Ou alors au contraire, ils avaient pas de budget. Le producteur a dit j'y vais comme ça, vous avez pas besoin de me payer. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça, ouais. Ils ont demandé à Gene Roddenberry, il a dit jamais de la vie. Non, il était trop occupé à faire des exactions. Ah, j'ai perdu son nom. Ça m'énerve, j'ai pas envie de la zapper. Qui la meuf la productrice. DC Fontana. Voilà, Dorothy Fontana, merci. Scène numéro 8. Ils descendent dans une fosse pendant quelques instants avant de trouver une ville sous-marine. Des commentaires? Pas la plus belle ville ou pas la plus belle... en tout cas, peu inspiré. Peu design. Ouais, pour la série animée, j'aime bien leurs petits vaisseaux. Là, ils ont des espèces de petits vaisseaux pointus. Ouais. Mais sinon, la ville en tant que telle, j'ai pas été, on dirait, de l'acrobranche, un peu. Je croirais dans la planète des singes. Pareil. J'ai pensé pareil. En plus ils sont là. Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Toi, tu regardes ça, tu te dis bon, d'accord. Bon, tu vois même pas. Tu vois même pas quelques-uns. Il y a personne là. Leur ville, elle est pas habitée, quoi. Ouais. Ça fait vide. Ça fait pas vivant. Oui, à nouveau le vaisseau, ouais.
Les vaisseaux également font très années 60, 50-60 SF à papa. Hein. En plus, Ouais, c'est inondé, très- tu sais. Bref. Scène Les, numéro. les filets, c'est pas gênant, genre ils se prennent pas dedans par accident ou ça a Une l'air fois qu'il chiant, rentre en fait. dedans, il peut plus sortir. Comme les homards. C'est Tu sais, ça fait peut-être une vraiment, protection en fait. on savait pas trop comment faire aquatique, donc on a mis des filets de pêche. Voilà. C'est vrai. Filets pêche qui sont très souvent utilisés dans cet épisode d'ailleurs. Mais après, ça peut avoir une justification de ça protège leurs habitants des serpents de mer là qu'on a vu. Oui, c'est pas faux. Oui. Donc, culturellement, ils aiment la corde. Si tu veux. Scène numéro 9. Alors que les deux se demandent comment entrer là où ils n'ont pas été invités, un filet leur tombe dessus et 2 Argosiens les capturent. T'as oublié quelque chose là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh mon Dieu! Ah oui, non, mais parce que ça a été un peu lent à arriver. Le filet, il met du temps à descendre, du coup, j'ai pas eu T'as ce pas de oh mon Dieu. surprise. Il viendra un peu plus tard, ne t'inquiète pas. Scène numéro 10. Les Argosiens, qui s'appellent en fait des Aquans, A-Q-A-N-S, présentent Kirk et Spock devant un tribunal, évidemment. Ils considèrent les respirateurs d'air comme des ennemis. Bon. Bien vite, on voit une opposition entre les anciens et les jeunes. Les anciens respectent les écrits annonciateurs alors que les jeunes les refusent. Les vieux expliquent qu'ils ne tuent pas leurs ennemis. Ce sont eux qui ont même transformé Kirk et Spock en êtres aquatiques. Kirk explique qu'ils viennent d'une autre planète. Les autres ne les croient pas, mais qu'importe. Les textes anciens n'indiquent que comment transformer quelqu'un en aquan, pas l'inverse. Ma prise de note est un peu nulle, désolé. Comme d'hab, en fait, Kirk et Spock se font capturer, ils sont présentés dans un tribunal pour n'avoir rien fait. Mais bon, voilà. En gros, on leur dit dégager. Quelque chose? Oui, on peut peut-être parler du côté querelle des anciens contre les modernes. Oui. Il y a un peu de notions qui sont mélangées parce que du coup, tu as 2 courants dans cette assemblée. Il y a les conservateurs et les progressistes. C'est des courants. De trop courant. drôle. Les conservateurs et les progressistes, donc. Et du coup, là, pour le coup, si on comprend bien, tous les jeunes sont progressistes et tous les vieux sont conservateurs. Ce qui correspond à un certain cliché. Comme dans la vraie vie. Qui est pas Sauf en 2025 où on vient d'apprendre que un grand courant des moins de 25 ans était extrêmement conservateur, voire même régressiste. Bravo, j'adore la France. Désolé, j'avais envie, ça me saoule tellement. Bref. J'ai plombé. Désolé. Moi, ça m'a rappelé à nouveau la planète des singes. Est-ce que tu peux revenir à la capture précédente? On dirait tellement des hippies sur cette capture d'écran-là. Là, c'est impressionnant. Quoi. Avec les colliers de coquillage et les cheveux longs. Ouais, c'est fou. Les cheveux algues. Moi, cette scène avec ce tribunal, ça me rappelle la planète des singes, le premier et le deuxième film. Et l'opposition entre la jeunesse et la vieillesse également, plus le cinquième film, mais aussi un petit peu le premier d'ailleurs, avec Cornelius et Zira qui représente un peu la jeunesse qui était la jeunesse scientifique, qui était contre le conservatisme du docteur Sayus. Bref, voilà. Mais l'épisode en entier m'a fait beaucoup penser à la planète des singes. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Et puis il y a un filet aussi, comme dans la planète des singes. Bref. Après, au niveau narratif, ça, c'est ce qu'on appelle un peu une intro simple, un peu cliché, mais en même temps très efficace. Parce que avec cette histoire de tribunal, tout de suite, tu as, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, ça veut dire qu'il y a une autorité, il y a un respect des anciens, il y a la parole des uns, la parole des autres, les opinions. Donc en fait, en très peu de temps, ça pose une civilisation, quoi. Là, nos aquatiques, ils font pas juste récupérer des algues,
C'est pas juste des cueilleurs, c'est vraiment une société structurée, etc. C'est aussi des Donc, juges. Donc je trouve ça chouette. Cueilleurs, jugeurs. Mm. Ok. Scène numéro 11. Retour à la surface. Prof appelle Scotty pour lui annoncer que bientôt, un énorme séisme va faire son arrivée et tout dévaster dans les fonds marins. Il faut donc que Scotty contacte Kirk pour le prévenir. On a encore une nouvelle navette-bateau, je sais pas. Oui, toujours un design de Bob Klein. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'elle a été téléportée sur la planète? Est-ce qu'elle a été transportée par l'Enterprise qui est descendue? Ils l'ont lâché. C'est une vraie question. Ça, Comme autant- dans Indiana Jones 3. C'est un bateau gonflable. Ouais, ils l'ont gonflé. Ah tiens, je voulais dire un truc tout à l'heure, ça me fait penser. J'ai vu le dernier Jurassic World qui était très mauvais. Et à un moment, justement, on a un T-Rex avec un bateau et je m'attendais à ce que le T-Rex se mette à jouer un peu avec le bateau et pas du tout. Et j'étais très déçu. Je pensais qu'on aurait cette scène un peu rigolote. Bref. C'est le meilleur Jurassic Park qui n'est pas le Jurassic Park 1. Non, c'est terriblement mauvais. Non, mais bon, Sean, tu vas m'inviter sur. Comment il s'appelle ton podcast? PTW, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle ABTG. Et voilà, tu vas m'inviter sur ABTG et je vais t'expliquer pourquoi c'est nul. En anglais. In English, sir. D'ailleurs, on n'a This pas is parlé. bullshit. Ouais, Pause. pardon. On n'a pas parlé du fait que, alors je sais pas en anglais, mais je pense que c'est un peu pareil. En français, ils appellent ça des aquanavettes. Et donc en fait, ils ont dit, voilà, c'est un type de navette particulier qui peut faire à la fois bateau, sous-marin et navette dans l'espace. Et ça, en C'est fait, ouf. moi, ça m'a fait beaucoup penser à un épisode de Voyager que j'aime beaucoup, où il y a une planète aquatique. Alors en fait, c'est pas vraiment une planète, c'est plutôt un générateur qui permet qu'il y ait une espèce d'énorme boule d'eau dans l'espace. Et avec un peuple aquatique qui y vit. Et en fait, on voit que les navettes de Starfleet, en fait, elles peuvent très bien aller dans l'eau sans problème, comme un sous-marin, quoi. Ce qui est assez fou. Quand C'est le Delta Flyer, non, qui s'utilise pour Ouais. aller. Ouais, je crois, ouais. Qui est quand même une navette un peu particulière. Mais oui. Donc du coup, en anglais, c'est la première navette qu'on a vue, celle qui s'est fait détruire, c'est une Aqua Shuttle. Donc effectivement, Aquanavette. Et cette espèce de bateau, ça s'appelle un Scouter Gig. Ou Jig. Un scooter des mers, tu veux dire? C'est écrit, mais en plus c'est pas écrit comme scooter en anglais. C'est comme scout de reconnaissance, quoi. Ouais, voilà. SCOUTER. Et après c'est GIG. Scooter Gig. Ok. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Rémi, ça tient pas. Enfin, ouais, j'ai du mal à y croire à ce machin en fait. Pourquoi il est mignon, hein, mais bon. Oui, voilà, c'est pas moche, quoi. C'est marrant. Si j'étais riche, je me paierais un emplacement et puis un bateau reproduit ça, puis j'irais naviguer dans la Méditerranée avec. Mais tu veux un scooter gig? Ok. Surtout, je comprends pas en fait. Je comprends pas l'intérêt de faire cette navette bateau, alors qu'on a la navette, donc l'aquanavette, qui fait tout. Sauf que l'aquanavette, oui. elle y est plus. Elle a été détruite. Elle n'est pas décapotable non plus. Plus de 5 jours pour en synthétiser une nouvelle. Ouais. Je sais pas. Ouais, mais elle n'est pas décapotable. Là, tu regardes. Ils ont de la chance qu'il fasse beau. En France, c'est globalement un ponton. Cette navette-là. C'est un ponton avec un moteur qu'ils ont installé. C'est une planche. Ouais, c'est une planche que tu déploies, quoi. Mais non, qui est blindé d'ordinateurs. Hein. Il y a des écrans partout. Si Picard peut avoir un espèce de dune buggy quand il veut, eux autres, ils peuvent bien avoir un flotteur de scout. C'est une barque. C'est peut-être même transporté par une autre navette qui le largue. Comme dans Mass Effect.
avec le. Bon, bref. Ok, je faut viens avoir joué au d'apprendre jeu. le mot gig. Le mot gig, c'est un vieux mot, ça a l'air qui définit effectivement un bateau, mais ça définissait des petits canoës ou des petits bateaux qui D'accord. s'en allaient en avant ou qui permettaient de rejoindre du coup les gros navires parce que du coup c'était en avant scout. Donc le scout D'accord. gig. Donc c'est quand même quelque chose En qui est avant comme scout. Ah, très, pas très mal. démodé, dont on utilise moins genre de nos jours, je pense. Ah bah oui. Donc On parle de canot en général pour parler des ben, petits bateaux qui ça sont reflète quand même de l'âge des gens qui écrivaient dans la série, tu sais. Ou de l'époque à laquelle ils l'ont écrit. Mhm. Et c'est Ok. quoi à côté? C'est une balle qui flotte? Une balle de tennis, oui. Est-ce que C'est- c'est pas c'est- une bouée comme quand les gens font de la plongée pour repérer où ils sont? Ouais, c'est sûrement Ouais. ça. Là. Sinon, Ouais, c'est le ballon du monstre. Là, il l'a perdu. Ils sont... En fait, Ils ils sont attirent dit, le monstre. on va lui jeter un ballon pour qu'il s'amuse avec au lieu de s'amuser avec la navette. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vois ça comme. Enfin, j'ai interprété ça comme un espèce de capteur ou de truc pour pouvoir envoyer des messages. Et d'ailleurs, c'est ce que va essayer de faire l'autre, là, Scotty, pour contacter Kirk, puisque les communications ne sont rompues. Mais il peut lui envoyer un signal. Ça, c'est. Le bleu, c'est qui sur la navette? Ça doit être un agent scientifique. Hein. Ok, C'est pas prof. Hein. Ouais, Ouais. parce que ses cheveux, c'est un random, là. Ok. Ou alors c'est prof, mais ils avaient pas assez de filtre pour lui faire du noir. Bon, je sais pas. On Remarque continue qu'il y a parce que là, qu'il y a que Scotty qui porte sa ceinture de Ouais. il y a que lui qui peut aller dans environnementale, l'eau. je sais plus Ouais. comment ça s'appelle, mais bref. Mais c'est Le même champ de pire force parce que individuel. Ouais. Mais c'est même pire parce que dans la scène où justement il va dans l'eau avec son champ de force individuel, il n'a pas la ceinture. Il y a l'effet de halo, mais il n'y a pas de ceinture. J'avais pas fait gaffe non plus, ouais. Ils ont dû s'en rendre compte qu'ils pourraient pas le mettre. Du coup, ils se sont dit, on va le mettre sur le bateau, comme ça les gens vont se dire, tiens, il a... Bref. Scène numéro 12. Alors que le groupe de Scotty essaye de joindre Kirk et Spock, il est repéré par des Aquans, qui craignent alors une attaque. Ni une ni deux, les Aquans jettent Kirk et Spock sur la surface, toujours dans un filet. Scène numéro 13, c'est l'image que nous voyons. Une jeune vient libérer les deux, mais n'y parvient pas. Kirk lui dit d'aller chercher de l'aide sur l'île principale. Vite, vite, elle y parvient et trouve Scotty et son groupe qu'elle conduit à Kirk. C'est dans cette scène-là. Ouais, Je et... me suis un peu avancé rapide. Non, mais c'est bon, là, on en est à la scène 14. C'est les moments de faiblesse, mais j'y reviendrai un peu, je pense, en conclusion de l'épisode. C'est qu'on a beaucoup de scènes comme ça d'aller-retour qui servent à rallonger la narration. Je pense qu'il manque de constituants, il manque de scènes dans cet épisode, donc ils ont rallongé en faisant faire des allers-retours aux personnages à plusieurs reprises. Après, je trouve que cette scène, elle est utile parce que ça permet à l'Aquan, je sais plus comment elle s'appelle, si elle a un nom d'ailleurs. Marjorie. C'est pas Rila. Je crois Ok. que c'est Rila. Et elle est doublée par Majel Barrett d'ailleurs, qui double toutes les Aquan féminines. Ok. Cette scène, elle permet de la faire rencontrer le reste de l'équipage. Et alors ? Et elle permet de lui donner un rôle. Parce que du coup, autant dans le tribunal, tu avais les jeunes qui défendaient un petit peu Kirk et Spock, mais c'était de la politique, de la rhétorique, quoi. Là, tu vois qu'elle est prête à agir pour les aider. Donc ça lui donne une particularité en tant que personnage quand même. Mais il n'y avait pas besoin de faire des allers-retours en fait. Elle pouvait être là au moment où Scotty arrive pour secourir Kirk et Spock, et soit elle les libère, soit elle l'aide à libérer, machin, et là ils se mettent à discuter. Il n'y avait pas besoin de lui dire repars là-bas, va les chercher, reviens, machin. Il y a un truc, moi je parlais vraiment en termes de rythme, il y a un truc qui cloche. Oui, en termes de rythme. Oui, ouais. sinon, il fallait. En termes de narration, je trouve que le fait qu'elle soit à l'origine de leur sauvetage, ça crée un lien de confiance aussi avec Tout à fait. les autres personnages. Je suis d'accord.
Mais oui, en Scène termes de numéro rythme, oui. 14. Scotty explique la situation à tout le monde. La jeune dit qu'un tel séisme est à l'origine de l'effondrement des terres. Il a fallu à ses ancêtres d'inventer le sérum pour se transformer en aquan, puis le sérum est devenu héréditaire. Kirk est surpris qu'une telle civilisation avec un tel savoir soit aussi violente. Mais Spock explique alors que le traumatisme géologique peut avoir libéré leur violence. La jeune explique qu'il y a des ruines avec des textes anciens. Peut-être que la solution au problème de Kirk et Spock s'y trouve. Mais elle refuse de les y conduire. C'est interdit. Kirk argue qu'il ne s'agit pas que de lui et de Spock, mais d'une autre planète entière qui est en train de vivre la même chose que Argos. Il faut les sauver. La jeune accepte enfin. Je trouve ça cool. De la part de Kirk de remettre la... C'est quoi l'expression ? La vache au centre du village ? L'église au centre du village ? Pour dire, désolé, pour dire, non mais attends, c'est pas que nous quand même. Il y a une autre civilisation entière qui est en danger. Nous aider, c'est les aider. C'est bien. Parce que moi, j'avais oublié. Scène numéro 15. Le groupe entre dans une fissure avec un très fort courant, puis trouve les magnifiques ruines d'une ville. Rapidement, Kirk et Spock trouvent le temple et entrent dedans. Dans le temple, ils trouvent une salle. Dans la salle, ils trouvent un doigt. Non, je plaisante. Ils trouvent d'anciens symboles de médecine qui ressemblent pas mal aux nôtres sur des bocaux. Ils prennent un bocal chacun et s'en vont. Je suis un peu surpris que tu n'aies pas pris l'image très drôle de Kirk et Spock qui se font emporter par le courant, qui font Ouah. C'était marrant. Non, j'ai pas pris. Par contre, j'ai pris celle-là quand ils sont sur le retour. Parce que je sais pas si c'est celle-là, mais dans le guide officiel, ils disent que en fait, il y a une des scènes où Kirk et Spock nagent de loin, qui est en fait un repompage d'une scène d'un épisode de la série Aquaman, c'est énorme. produite aussi par Filmation. Et je me dis que ça pourrait peut-être être celle-là, dans le sens où en fait, ils sont même pas colorés. Oui, ils sont même pas en noir. C'est juste des silhouettes, quoi. Des silhouettes blanches avec quelques traits. Donc en fait, ça pourrait être n'importe qui, on les reconnaît pas en fait. Et donc si ça se trouve, c'est Aquaman et son sidekick au lieu d'être Kirk et Spock. Voilà. Ah, c'est excellent. C'est pour ça qu'ils vont très vite. Et voilà, donc tu voulais, Thierry, également parler de ceci. Hop là. Nous trouvons dans le temple cette salle. Alors, je vois pas mon écran, donc je ne vois pas ce que je projette en fait. Est-ce que je suis bien centré ? On voit assez bien, ouais. Hop là, ça doit être un peu mieux comme ça. Et un magnifique intérieur. Qu'est-ce que c'est fouillis, c'est travaillé, c'est trop beau. On a le plan travelling de l'épisode. Hein. Dans presque tous les épisodes, on a un travelling. Habituellement, c'est plus sur un paysage. Là, c'est un décor intérieur que je trouve superbe. Ouais, tout à fait. Donc j'ai pas de capture d'écran vraiment qui montre ce décor-là comme il faut, parce que je me suis concentré sur Spock qui trouve les capsules. Et aussi que j'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre des captures d'écran, donc je les prenais un peu à la va-vite. Mais j'aime beaucoup à quel point il est détaillé en fait, ce décor d'intérieur. Il y a des petits objets un peu partout sur des étagères et tout. C'est très très fouillis. Bah, ça fait tellement de curiosité. Et ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est très sympa d'avoir dans le guide officiel le dessin, le crayonné d'origine qui a un vrai cachet, quoi. Moi, je suis content, tu vois, parce que c'est reconnu, en fait, cet aspect beau de cette série. Toi et moi et nous, on le trouve. Quand Rattle est venue, elle l'a trouvé aussi. Et en fait, c'est reconnu au point qu'on les voit dans les livres. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'il y a juste 2-3 fans. C'est quand tu regardes la série, tu te dis, il y a un truc de beau qui se dégage de cette série. Et moi, ça me fait plaisir, ça. En même temps, ils n'allaient pas mettre en gros plan Kirk ou je ne sais quoi, puisqu'il n'y a que des aplats.
Ils Oui, allaient oui. pas mettre ça en gros plan, quoi. Donc, c'est bien, en Ouais. fait, de mettre le décor, c'est évident. Ouais. Ouais, je pense que souvent les gens, quand ils parlent ou quand ils pensent de séries animées, s'ils l'ont pas vu, ils vont dire c'est moche, c'est laid, l'animation est pas belle, quoi. Mais souvent, ça revient vraiment à l'animation de personnages, genre Kirk, Spock, etc. Des fois, ils sont pas très beaux. Puis des fois, l'animation c'est un peu jank, quoi. C'est un peu mal fait la manière dont ils se mouvoient. Mais les décors sont toujours fantastiques. Je trouve que les décors sont toujours absolument sublimes. C'est peint. Ouais. Ça se voit qu'il y a comme, tu sais, ça se voit que c'est de l'art. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très bien fait. Et c'est par opposition aussi. Les décors nous paraissent magnifiques parce que les personnages sont franchement très bof. Il y a quelqu'un qui tabasse son bureau. Ah, pardon, c'est moi. Calme-toi, Thierry. Arrête de boire du blood wine. Bah justement, j'en ai pas. C'est pour ça. C'est l'inverse. Quelque chose. Ah oui, à propos de l'animation ratée, on a quand même dans cette scène Kirk qui apparaît 2 fois, qui nage, et il y a un écho de Kirk qui nage derrière Kirk au lieu d'avoir Spock. Ça m'a fait marrer. Ouais. Petite mais très légère critique. Comme par hasard, le signe de la médecine ressemble beaucoup à celui de l'humain. Enfin, de l'humain, de notre civilisation occidentale. Et les Aquans n'ont pas de queue. Pourquoi avoir dessiné une queue? Ils n'ont pas d'ailes et ils ont et des ailes d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être que les premiers, la première version du sérum transformait les gens en poissons volants. Je sais pas. Bah, je pense que c'est leur symbole de la médecine. Non, mais oui. Et du coup, c'est pas nous, notre symbole de la médecine, c'est des serpents qui s'entrecroisent autour d'un bâton là. Si je dis pas de conneries. Je sais même pas. Avec des ailes aussi. On n'a pas d'ailes. Tu sais. Ah, il y a des ailes. Ah ouais. Les serpents. Donc c'est Quetzalcoatl. Ah. Je sais pas pourquoi en fait. Je me suis jamais renseigné là-dessus. Si vous le savez en commentaire, ça m'intéresse. Sinon, dites-le nous en commentaire. Waouh, il fait le youtubeur trop cool. Merci. Mais ouais, clairement, je pense que c'est ça. Ils ont voulu reprendre un symbole similaire mais différent. Ça marche, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Pourquoi on retrouve le. C'est très évocateur, quoi. Mais oui. Ouais. Bon, bref. C'est une facilité scénaristique, mais en même temps, je trouve que ça marche bien parce que avec la queue, tout de suite, on pense poisson. Et j'aime bien le style, c'est très joli, je trouve. Que poisson. Ouais. Avec la queue de poisson. Ouais, c'est assez joli. Je continue ? Allez. Scène numéro 16. Alors qu'ils essaient de quitter la ville en ruine. Oh mon Dieu ! Le monstre marin les attaque. Coupure pub. Scène numéro 17. Course-poursuite incroyable en ligne droite, mais oh mon Dieu! Le séisme commence, tout s'effondre et ce pauvre monstre se fait écrabouiller. Je suis un peu déçu de cette fin si rapide de course-poursuite. Qu'est-ce qu'il fait, Sean? Ah oui, d'accord, c'est les turbulences. C'est le séisme. Suis un peu. Ah ouais, désolé. J'adore comment il était derrière. Coucou! C'est peut-être pas le même. On ne sait pas si c'est le même. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Bon, bref. En même temps, est-ce que tu es en train d'insinuer que tous les serpents de mer se ressemblent, c'est ça? Scène numéro 18. Moi, j'arrive pas à différencier les pingouins. Fait que, tu sais. C'est normal. Prof analyse un rouleau ramené par Spock. Non, par Spock et Kirk. C'est comment le slash entre Kirk et Spock? J'aurais dû faire ça tout le long. Ça aurait dû être ma gimmick du jour. Par Spock, et découvre que l'antidote se trouve dans le venin du serpent géant d'Argos. Ah merde. Ça, tu vois, pareil, c'est un truc. Là, on dirait pas Kirk. C'est à cause de sa tenue. Il est là, ouais. On dirait qu'il faut du rap. C'est ça. Ils sont dans le studio d'enregistrement. C'est vrai, en plus en direct. Oh mon Dieu. Le gars en rouge, c'est le producteur. Il est absolument pas enthousiasmé par ce qu'il voit. Ça marchera pas, c'est pas un film. I'm not impressed. Vas-y, mets plus d'autotune. Ouais, c'est ça. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, là aussi, tu vois, c'est un aller-retour inutile.
y a un truc qui cloche. Bon, bref. Scène numéro. Alors, un petit truc à dire quand même. Pardon, oui, on t'écoute, Marie. Moi, ça m'a un peu perturbé le fait que ce soit des rouleaux. Parce que c'est comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient dans l'eau quand même. Donc il y a un Alors, moment. J'avais prévu d'en parler et puis je me suis ravisé parce que je me suis dit peut-être que ça date de l'époque où ils n'étaient pas encore sous l'eau. Ah oui, Et donc d'accord. ils ont pris leurs écrits, ils les ont mis dans des bocaux et après ils sont tombés dans l'eau. Hmm. Je l'ai justifié comme ça dans mon esprit. Mais Ouais, en c'est effet, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu prof parler de ça, je me suis dit mais attends, comment, pourquoi? Voilà. Non, mais Après t'as peut-être raison. qu'ils sont en plexi. Hmm. Oui, c'est peut-être des matières et des encres qui résistent à l'eau, c'est possible aussi. Mais oui. T'allais dire quelque chose, Thierry, aussi? Oui, en fait, alors déjà, j'ai noté le nom des serpents de mer. Là. Je me suis demandé si on allait poser la question. Ils appellent ça des sursnakes dans le guide officiel. J'ai pas vérifié si c'était mentionné dans l'épisode. Des surserpents? Ouais. Et c'est traduit en VF par grand serpent, je crois, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est même dit dans l'épisode, ouais. Sursnake. Oh, Surserpent, ouais. juste notons complètement par hasard, parce que j'ai ouvert le livre, The Aqua Shuttle was the first Starfleet shuttle with weapons in Star Trek. C'est la première fois qu'on a vu une navette avec des armes dans Star Trek. Ouais, je l'ai pas noté ça parce que j'étais pas sûr que ça soit vrai. Bah, Et si c'est dans le guide officiel, quand même. C'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a, à un moment donné, ils n'utilisent pas des phasers sur une navette dans TOS. Ok. Je sais pas. Non, franchement, là, j'ai un doute, mais bref, comme j'étais pas sûr, je l'ai pas noté. Mais oui, et donc du coup, ils font le lien avec un autre animal qui s'appelle la Denebian whale. Oui. Et j'arrive plus à me baleine. rappeler. Ouais, la baleine dénébienne. Deneb, je crois que c'est une planète dont on a déjà entendu parler, mais j'ai pas vérifié. C'est pas Denobula, la planète? Non, oui, mais non. Je crois que Ah, il y a les deux. Ok. Ouais. J'arrive plus à me rappeler si il dit que le venin, c'est celui de la Denebian whale correspondrait, et du coup, comme le squelette est similaire, ça viendrait de ça. Ou si c'est juste mentionné comme ça pour le fun, je me rappelle plus. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Moi, il me semble qu'il dit un truc du genre ça ressemble. C'est proche de la baleine de machin. Mais c'est là qu'il parle de l'ambre gris. De l'amber gris. Non? Oui, c'est ça, c'est le D'accord. produit miracle pour sauver Kirk et Spock. Spurk. Ok. Bon, allez. Scène numéro 19. Kirk et Spock redescendent demander de l'aide aux jeunes. Mais les jeunes ont peur d'être envoyés en exil. Mais vu l'urgence... Je me fais attaquer. Mais je sais plus où je suis. Aidez-moi. Vu l'urgence. Mais vu l'urgence de la situation, ils finissent par accepter. En retour, ils pourront récupérer le savoir des anciens. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai noté que la temporalité était ouf. Ah ben oui, parce que je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Ils font 18 allers-retours. Le séisme devait éclater au bout de 4 heures. 4 heures. Et il n'y a toujours pas... Combien d'allers-retours est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils se téléportent? Comment font-ils pour rejoindre aussi vite la cité des Aquans? Tant de questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Tu n'as pas mis les captures. Paf. T'avais quelque chose à nous montrer? Je me suis... Non, mais... Ben alors... parce qu'après tu vas enchaîner et puis il faut qu'elles y soient. Voilà. Ah, je t'ai coupé, désolé. Temporalité. Ouais, ça m'a pas perturbé et je pense que c'est parce que l'épisode va vite de toute façon, malgré tout, même s'ils font beaucoup d'allers-retours. Et du coup, j'ai pas eu l'impression que le temps s'écoulait aussi vite. Mais c'est vrai que tu relèves un point, moi j'avais même pas fait gaffe qu'ils avaient dit 4 heures.
C'est vrai que c'est un peu rapide quand même. 5 minutes, il te reste 5 minutes. Tout le reste de l'épisode va s'écouler pendant ces 4 heures. Et c'est vrai qu'il y a plein d'ellipses dedans, donc ouais. Ça va très vite, quoi. C'est assez foufou. Scène numéro Bah, 20. Ah, pardon. En fait, moi, j'ai pas trop compris le coup du séisme dans le sens, est-ce que ça a été une menace pour les Aquans? Oui, c'était un game changer qui était tellement puissant qu'il allait modifier toute la structure de la zone. Parce qu'ils ont pas l'air très paniqués, les Aquans, quoi. C'est ah bon, il y a un séisme, ah ok. Ça fait pas. C'est vrai. Enfin, je sais pas, j'ai pas ressenti l'urgence ou. Mais je suis même pas certain que Kirk et Spock aient eu le temps de leur dire, en fait. Bah, il me semble qu'ils en parlent justement en disant on n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on aille chercher les rouleaux, machin. Ah, je sais pas. Mais en même temps, je pense qu'il doit y avoir que Rila qui est au courant en fait. Et de toute façon, les vieux sont sceptiques, donc ils vont pas croire les respirateurs d'air. C'est pas vrai, il se passe rien. Non, voilà. Don't look up. Je sais plus où j'en suis. Scène numéro 20. Retour dans la cité en ruine. Le groupe des Aquans et Spurk arrivent avec un immense filet qu'ils jettent sur le monstre. Les deux récupèrent son venin tant bien que mal, alors que le séisme démarre pour de vrai. Mais le monstre se fait écraser, cette fois pour de bon. Trop cool. Trop cool cette scène, avec Kirk et Spock qui chopent la dent. Ils doivent tellement flipper. Tu peux juste montrer la capture précédente, parce que là, je viens de voir quelque chose que je n'avais pas du tout vu. Il est très laid de près. Il se ressemble pas à lui-même. C'est vrai. C'est marrant. Les yeux, c'est plus les mêmes yeux en fait. Ouais. Et puis même la structure était très carrée, et là, elle est beaucoup plus arrondie. Il manque le noir autour des yeux ici. Mais c'est juste un filet, quoi. C'est pas... Oui, mais tu l'as dit, c'est la nation qui est fan de cordes, du coup, ils doivent avoir des filets super durs. Je comprends, mais c'est pas un ton, là. Je veux dire, c'est plus gros, quoi. Je veux dire, ça pourrait... En tout cas, moi, le Kraken, j'essaierai pas de l'attraper avec un filet. Je veux dire, c'est quand même assez fou. Je sais pas. C'est un énorme filet, ça, je vous l'accorde. À nouveau, je donne le bénéfice du doute à la civilisation qui doit se faire attaquer régulièrement, ou qui doit se défendre, machin. Alors, ils expliquent que c'était interdit par leurs ancêtres, par les vieux, de capturer cette baleine-là, mais peut-être qu'ils doivent l'utiliser quand même pour se défendre, peut-être que, je sais pas. Peut-être que de temps en temps, tu sais, peut-être qu'il est électrifié. Non, peut-être qu'il l'amène plus loin. Il l'amène à quelques kilomètres, il oui, voilà. plus loin, comme allez, casse-toi. Scène numéro 21. Sur le vaisseau, Prof se désole car il manque une partie des explications. Il a peur de mal doser le venin, ce qui pourrait entraîner une mutation totale et permanente des deux. Mais quoi qu'il arrive, il manque de venin pour expérimenter. Il injecte alors le sérum à Kirk qui se transforme en Donald Trump. Ah non, en fait, il se transforme en Dracula. Pour finir par se stabiliser et se transformer lentement en humain. Prof lui injecte la dose finale, et sous nos yeux, Kirk a la peau qui se recouvre d'écailles et une nageoire dorsale qui pousse. Le stress monte, mais tout se résorbe et Kirk s'en sort finalement. Et là, j'ai une petite pensée pour Spock qui se dit « c'est ça qui va m'arriver ». Parce que Kirk, tu vois, il sait pas où il va. Donc il se dit « bon, on y va ». Et on voit bien qu'il souffre. Donc Spock, je n'envie pas à sa place. Il sait pas si ça va être pareil, il est vulcain, lui, ou à moitié vulcain. T'imagines, c'est peut-être que c'est pire. Il se transforme en poisson de désert vulcain. Il se transforme en Elon Musk d'abord. Pas Trump. L'autre. Oui. Moi, j'ai pas trop compris le coup des écailles parce que les Aquans n'ont pas d'écailles, donc c'était un peu bizarre en fait. Mais parce le monstre, qu'ils avaient le bon dosage. Le monstre, oui. Ils ont extrait le venin du monstre. Non? Oui. Non. Oui, peut-être, oui. Ouais, peut-être qu'il faut. C'est un Ils genre de vaccin, donc. Ils n'ont pas de nageoire dorsale non plus, les Aquans.
C'est un genre de vaccin, donc ils injectent du pire pour aller mieux, donc pendant quelques secondes, ils sont pires. Je sais pas. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Dans le coup, il y a un truc qui m'a échappé. L'ambre gris, c'est le venin de la bestiole, c'est ça? Alors, j'ai retrouvé la phrase où l'ambre gris est cité et c'est McCoy quand il a étudié les rouleaux là, qui dit The universal translator is right. The substance in your bloodstream is similar to the ambergris of Earth's waves. Ah, Donc c'est qu'il a, non, c'est pas il ça. a de l'ambre, il a un truc qui ressemble à l'ambre gris dans son sang. d'accord. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour le transformer, les aquans ont utilisé pour le transformer en être aquatique, D'accord. a priori. Et du coup, pour inverser la mutation, il faut infuser une antitoxine, des doses concentrées d'antitoxine. Et cette antitoxine, on la trouve dans le venin du sursnake d'Argos. D'accord. Alors juste pour info, parce que j'ai cherché ce que c'était que l'ambre gris, c'est quand même pas très cool pour lui, qui se retrouve avec de l'ambre gris dans le corps, parce que c'est une concrétion intestinale du cachalot, Oh provenant de l'interaction des sécrétions biliaires et des aliments ingérés par les cachalots. D'accord. Alors, il se trouve que c'est évidemment très parfumé et utilisé en parfumerie. Mais Et comme d'hab, avec les parfums, il vaut mieux pas savoir ce qu'on se met. des fois, ouais, C'est ça. voilà. On dit le surimi, mais les parfums, c'est pire. Oui. On continue. La bisque de homard. On continue ou c'est bon? Allez, scène numéro 22, retour sur le pont du vaisseau, cette fois accompagné du chef Aquan et de la jeune femme. Kirk explique que l'Enterprise va bombarder certaines zones non habitées afin de tenter de modifier l'épicentre du séisme. Et le tout fonctionne très bien. Scène numéro 23, quelques heures plus tard, grâce au bombardement de l'Enterprise, il semblerait que la cité en ruine ait refait surface. Le vieux chef est tout surpris de voir que l'on puisse faire tant de choses grâce aux avancées technologiques. Pour les remercier, il leur laisse la jouissance de l'étude des textes anciens. Spock est content d'avoir pu modifier la course du séisme, ce qui aidera la Fédération pour sa planète. Et la jeune est heureuse de sentir le soleil sur sa peau et a hâte de venir vivre sur la surface. Le vieux annonce que les jeunes vont reconstruire les édifices. Et nous terminons sur la petite blague de Kirk qui conseille au vieux de ne pas rompre le contact avec les jeunes. Le vieux répondra qu'il fera porter un édit pour l'interdire, donc interdire de rompre le contact, et la jeune de répondre qu'elle espère que cette fois personne ne l'ignorera. Ce qui inverse la situation de base, puisque les jeunes ont ignoré les édits pour venir en aide à l'Enterprise. Et nous avons Creepy Kirk à l'écran, qui me fait flipper sévèrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils l'ont fait pour le rater? On dirait Les qu'il dents a sont très très un blancs. protège-dents. On dirait Oui. qu'il y a un protège-dents en fait. Mais on l'a déjà vu sourire, ça fait pas ça. Mm. C'est dingue. Je sais pas. Désolé, je Très- suis très rentré dans perturbant. un tunnel. Vous aviez des choses à dire sur ces deux scènes finales? Moi, oui. Oui, on t'écoute. En fait, j'ai eu du mal à voir l'intérêt de la fin parce que j'ai pas compris pourquoi ils voulaient absolument que les aquatiques redeviennent aérobies. Je veux dire, ils ont leur culture, y a pas de problème, ils sont bien dans l'eau, donc pourquoi absolument vouloir les transformer, que leur cité revienne sorte de l'eau et que eux aussi puissent changer, alors qu'en plus leur culture de base est quand même assez anti-aérobie, donc ça Est-ce m'a pas trop que plu. j'ai perçu ça comme la cité est remontée par accident en fait. Quand ils Oui, ont tiré pareil. pour voilà, elle est remontée et du coup les jeunes ont envie de l'explorer. Oui, mais de là à redevenir aérobie juste pour explorer une cité, bon. T'as pas envie de renouer avec
tes ancêtres, Marc? Non, je déconne. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, quand tu dis il, tu parles des scénaristes ou tu parles de la fédération? Enfin, de Kirk, du vaisseau. Déjà, le choix de Kirk de tirer, j'avais pas compris en fait le coup du séisme. Là, quand tu l'as mieux expliqué, ok. Enfin, pour moi, c'est une interaction sur les modes de vie d'une autre culture et c'est pas très Starfleet, quoi. Et oui, mais ils allaient crever, donc valait mieux quand même. Sachant que le contact était déjà établi, donc c'est encore un peu différent. Mais oui, c'est vrai que là-dessus, ça aurait pu faire un épisode tout entier à l'époque de TNG sur est-ce qu'il faut les aider ou pas, sachant que c'est une interférence effectivement de la fédération. Après, c'est une civilisation avancée. Ils n'ont pas la distorsion, c'est vrai, mais ils ont des connaissances en médecine qui dépassent tout ce que connaît la fédération. Donc, Ouais, ils ont des vaisseaux sous-marins, tu sais, aussi, là, tu sais. C'est quand ils ont quand même des véhicules, puis toutes sortes d'affaires, tu sais. Honnêtement, j'ai plus perçu ça comme si comment dire, c'est une partie de leur culture qu'ils ont oubliée, puis qu'ils ont abandonné avec le temps. Et donc là, ça donne l'occasion à certains de pouvoir redécouvrir ça. Et au même niveau, bah, peut-être que c'est un peu plus permanent. Tu sais, tu vas me dire pourquoi tirer de manière permanente sur la surface? Ben, tu sais, genre, je pense qu'il y a pas mal d'humains, si on leur donnait l'option d'aller de manière permanente ou sur Mars ou sur Europa, ben, ils le feraient. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment d'utilité non plus. Tu sais, fondamentalement, ils vont vivre la même vie, tu sais, sur Mars qu'ici. Parce que, tu sais, à la fin, genre, tu sais, ils vont vivre dans une grosse bulle et ils vont aller faire leurs courses, ils vont devoir travailler pour pouvoir aller faire leurs courses, quoi. Tu sais, globalement, ça va être la même vie, quoi. Mais c'est juste d'aller faire autre chose. Donc peut-être que ces jeunes-là ou ces gens-là qui vont aller à la surface, ils veulent aller à la surface, voir quelque chose de différent. Puis oui, c'est se reconnecter avec une culture qui était la leur à la base, quoi. Oui, parce que leur mode de vie va forcément énormément changer, ne serait-ce que parce qu'on sait qu'ils se nourrissent d'algues. Donc déjà, rien que pour se nourrir, ils font comment? Ils redeviennent... Ouais, ils pêchent pour les algues, quoi. Enfin, la même chose, globalement, tu sais. Mais ils se font des barques, mais... Je pêche mon ancêtre, allez! Bah, comme les humains, il y a plein d'algues qui se mangent d'ailleurs, et des gens les cueillent pour les manger. J'ai déjà mangé une salade d'algues en Bretagne. J'ai c'est pas très du tout bon. aimé ça, mais Moi, j'aime je bien. suis peut-être pas tombé sur la bonne. Sinon, oui, on peut Est-ce que c'était des algues vertes? Parce qu'en Bretagne, non, je déconne. pour en fait, ils veulent coloniser un nouvel espace. C'est des jeunes, laisse-les faire ça, leurs erreurs. Je ferai un parallèle avec la colonisation de l'Islande. Parce que pour le coup, contrairement aux autres colonisations, il y avait personne, donc c'était bien. Les Scandinaves, ils ont trouvé cette terre où il y avait personne. Ils se sont dit, bah tiens, c'est cool. C'est du terrain qu'on va pouvoir occuper justement sans avoir à se battre avec qui que ce soit, parce que chez nous, c'est quand même un peu compliqué. Et ils se sont dit, bah tiens, on va aller coloniser ça, et puis on va aller fonder notre pays là-bas, quoi. Et là, ça a l'air d'être un peu ça. C'est sur l'Islande qu'il y a plus de moutons que d'humains? C'est ça? Je sais pas. Je sais pas c'est du ça. tout. Ok. Et ouais, après, je pense que c'est encore une fois pour montrer. Il y avait vraiment une volonté de l'épisode d'illustrer les oppositions entre progressistes et réactionnaires et de montrer une civilisation qui a un gros fossé générationnel. Et je pense que c'était toujours dans l'idée d'appuyer ça, c'est-à-dire que les vieux conservateurs, bah, ils restent dans leur petit coin à eux, qui se sont ménagés, auxquels ils sont habitués et puis qui veulent pas changer. Et puis les jeunes, ils sont un peu aventureux, ils veulent tester des trucs, ils veulent essayer des nouvelles choses, et du coup, bah, revenir sur la Terre, c'est un peu leur façon d'essayer de nouvelles choses. Ils vont certainement faire les choses différemment de leurs ancêtres aussi. Et voilà, je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'était pour illustrer un peu ça. Peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression de comprendre que physiquement, les jeunes seraient plus aptes à pouvoir changer pour pouvoir vivre à la surface, mais que les anciens, non.
J'avais compris que les anciens auraient du mal moralement, justement. Plutôt à dire non, je veux pas devenir un respirateur d'air. Ben, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était parce que ils avaient vécu justement plus longtemps, donc peut-être que leur corps était inadaptable ou inchangeable. C'est possible. Physiquement, je sais pas pourquoi. Moi, j'avais pris ça comme ça. Mais j'ai bien aimé que Kirk, je pense que c'est Kirk qui leur dit, ne perdez pas contact, continuez à parler. Ouais, c'est assez cool. C'est bien. Bien, moi, c'est un épisode... Ah oui, vas-y, Thierry, t'as la ref. Ouais, non, j'ai zappé, j'avais dit que j'en parlerais, puis j'ai oublié. Lou Scheimer, le deuxième personnage qu'il joue, c'est le jeune tribun Lemus. Et ils ont des noms. Donc c'est celui qui... Je crois que c'est un de ceux qui... C'est le seul qui a un dialogue, d'ailleurs, qui vont aider à la capture du Sir Snake. Ok. Tu sais, il faut les convaincre et tout, puis bref, voilà. Et Domar est doublé par James Doohan, évidemment. Oh. Comme la plupart des autres Aquaman masculins qui ont des dialogues. Ben voilà, moi, malgré juste le seul bémol que je tiens sur cet épisode, c'est ce que j'ai dit, un manque de peut-être pas de rigueur scénaristique, mais un manque de scène qui fait qu'on a été obligé de le rallonger en faisant faire des allers-retours. C'est un épisode que je trouve quand même très divertissant et chouette, agréable, facile à regarder. Voilà. En conclusion. Moi aussi. Tout le monde est d'accord ? Allez, au lit. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de The Slaver Weapon, à savoir Jihad. petite non, pardon. petite annonce, petite révélation. C'est un des épisodes dont je n'ai jamais vu la fin parce que je m'endors tout le temps devant. Et je dois être à au moins 10 visionnages de la série Star Trek Animated. Mon Dieu. Ah, ça promet. Je sais pas combien. Je m'endors très souvent devant les épisodes de The Animated, mais je les ai quand même tous vus sans m'endormir. Mais celui-là, je ne sais même pas la fin. Voilà. Ils meurent tous. Voilà. Probablement. L'Enterprise doit exploser, je pense. Brun, bien. Pas Brun, bien. Merci beaucoup, Thierry. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marguerite. À dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. À bientôt. Et salut, Sean, à bientôt. Parce que toi, on sait jamais quand t'es là. Je reviendrai demain. Demain, d'accord. À demain. Salut. Salut. Plan.